Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. 2 attaques à quelques heures d'intervalle dans la capitale danoise ont fait au moins 2 morts. La première lors d'une conférence sur la liberté d'expression en présence de l'ambassadeur de France. La seconde aux abords d'une synagogue. Au terme de plusieurs heures de négociations à Minsk, les présidents ukrainiens, russes, Angela Merkel et François Hollande se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu et sur le retrait des armes lourdes le long de la ligne de front en Ukraine. En Iran, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour le 36e anniversaire de la révolution qui renversa le régime du Shah. Dans la foule, on pouvait voir des pancartes condamnant la publication de nouvelles caricatures du prophète. Entre 200 et 300 migrants libyens qui tentaient de rejoindre l'Italie ont disparu en Méditerranée après que leur embarcation ait chaviré. Bonjour Ali Bernavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Vous êtes historien et ancien ambassadeur d'Israël en France. Avant de parler du gros dossier de la semaine qui est évidemment l'Ukraine, on ne peut pas ne pas parler du Danemark. Une question, qu'est-ce qui se passe? On a tous été surpris par ces attentats, de pays qui ne fait jamais parler de lui. Vous avez été surpris vraiment? Le Danemark est associé à une espèce d'oasis de calme, de civilisation et de démocratie, mais il y a une grosse communauté musulmane. Il n'y a aucune raison que le Danemark ne participe pas à la folie ambiante. Donc c'est la série qui continue, avec une espèce de modèle de comportement, n'est-ce pas, l'attaque contre des journalistes, contre des artistes, contre la liberté d'opinion, l'attaque contre les juifs, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé en France, et la série noire va continuer. Il faut s'habituer à vivre avec cette espèce de folie pendant encore un long moment, hélas. Alors donc on va arriver à présent au gros dossier de la semaine. Il y a un énième accord de cessez-le-feu en Ukraine. Il y a quelques semaines, vous disiez sur ce plateau que ce n'est pas une nouvelle guerre froide qui est en train de se jouer en Ukraine. Vous le pensez toujours? Oui, bien entendu. Ça n'a rien à voir avec la guerre froide. C'est un conflit classique de territoire, de prestige, de sphère d'influence. Et je constate que Poutine, avec beaucoup de détermination, avance ses pions face à une Ukraine qui est un État failli et un Occident qui va plus ou moins uni, mais avec une faiblesse évidente. Il ne fera pas la guerre pour l'Ukraine. Et face à un régime de ce type, déterminé à utiliser la force jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout dans son projet, il est extrêmement difficile de l'arrêter. Donc, l'Occident a fait ce qu'il pouvait, il a imposé une espèce de cessez-le-feu. La lecture de cet accord montre que Poutine s'en sort mieux. Mais quand vous dites l'Occident, ce n'est pas les États-Unis, là, c'est l'Europe qui s'est imposée, c'est la France et l'Allemagne qui ont réussi ensemble finalement à mener la danse. Oui, mais l'Occident, cette fois-ci, ça a été eux. C'était eux qui étaient en première ligne, c'est normal, c'est l'Europe. Cette partie se joue aux portes de l'Union européenne. Donc c'est Mme Merkel et c'est François Hollande qui sont montés en ligne. Obama était là à l'arrière, en jouant pour une fois le bad cop, le mauvais flic, puisque c'est la menace d'armer l'Ukraine avec des armes létales n'a pas été pour rien dans l'accord de Poutine. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, dans cette affaire-là, Poutine sort le grand vainqueur. Si vous analysez Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que l'Ukraine, la Crimée est déjà passée par profit et perte, n'est-ce pas? On n'en a même pas parlé. L'annexion est un fait accompli. Les régions de l'Est, c'était le cessez-le-feu qui n'a pas été proclamé tout de suite, mais aujourd'hui, 2 jours après, c'est-à-dire qu'on a laissé le temps aux séparatistes pro-russes d'avancer leur pion. La frontière ne sera sécurisée si elle l'est jamais qu'à la fin de cette année, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, les troupes russes y feront ce qu'elles voudront. C'est-à-dire que l'objectif de Poutine, qui n'est pas nécessairement d'annexer formellement ce territoire de l'Est de l'Ukraine,
mais de déstabiliser le pays de manière à lui interdire tout rapprochement avec l'Ouest, avec l'Union européenne, va bon train. Et de ce point de vue-là, Poutine a largement gagné la partie. Alors, est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement? Je ne crois pas. Je crois que Merkel et Hollande ont fait ce qu'ils ont pu. La seule alternative était la guerre. Et la guerre est évidemment hors de portée. Et il fallait quand même arrêter le massacre. Il faut bien dire que depuis le début de ce dernier round, il y a eu 5400 morts. Oui. Et que si on les jusqu'aux dernières heures avant le cessez-le-feu. Absolument. Merci beaucoup, Elie. Reste avec nous. On va continuer de parler de Barack Obama et de l'Ukraine avec la prochaine interview. De l'Ukraine, en passant par la venue de Netanyahou au Congrès, sans oublier les propos douteux du porte-parole de Barack Obama sur l'attentat de l'Hypercacher. La Maison-Blanche est sur tous les fronts. Avec nous pour commenter cette actualité brûlante, Michael Wilner, correspondant de Jerusalem Post à la Maison-Blanche. Bonjour Michael. Hi, how are you? Alors, le porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé il y a quelques jours que les personnes tuées dans l'Hypercacher n'avaient pas été visées parce que juives et qu'elles ont été ciblées de manière aléatoire. Comment est-ce que vous expliquez un tel décalage dans la perception de la réalité française par la Maison-Blanche ? Cette polémique était surprenante pour beaucoup de gens. Tout a commencé lorsque le président a dit au site internet Vox.com, ici à Washington, que l'attaque de l'Hypercacher était le cas d'un homme qui était entré dans un supermarché et avait tiré sur des gens au hasard. Le porte-parole de la Maison-Blanche a voulu expliquer cela en disant qu'évidemment, le supermarché avait été choisi parce que c'est un supermarché cachère, mais que les gens qui étaient à l'intérieur avaient été choisis au hasard. Évidemment, la Maison-Blanche et le département d'État n'ont pas réussi à faire passer ce message, et c'est devenu une grande controverse sur Twitter. Les gens ont cru que la Maison-Blanche avait dit que l'attaque en elle-même était un hasard, et la Maison-Blanche a essayé de réparer tout ça assez rapidement. Et vous pensez que de tels propos vont avoir des conséquences ? Non, je pense que c'est le genre d'histoire qui passe plutôt rapidement dans ce cirque qu'est Washington. Je pense que c'était juste un malentendu, pour être honnête. Alors, les élections israéliennes approchent. À l'heure actuelle, Netanyahou compte toujours se rendre au Congrès et Obama refuse toujours de le rencontrer. Vous pensez que cet épisode va influencer la vie politique américaine et israélienne ? Absolument, je pense qu'on le voit déjà. Toute cette polémique a déjà un impact sur les élections israéliennes. Je pense que le président Obama est dans une position dans laquelle, peu importe ce qu'il dise, il fera partie du débat en Israël. Et cela est dû à la relation entre Israël et les États-Unis, quoi qu'il en soit. S'il rencontre le Premier ministre, ça fera les grands titres. Et s'il ne le rencontre pas, on sait bien que ça fera les grands titres aussi. La question est plutôt de savoir comment cela sera représenté par les médias israéliens et comment cela sera interprété par les Israéliens. La Maison-Blanche dit qu'elle n'intervient pas dans des élections étrangères et a aussi dit avoir refusé de rencontrer tout candidat. Le vice-président Joe Biden et le secrétaire d'État John Kerry ont dit avoir refusé de s'asseoir avec Yitzhak Herzog lorsqu'il était à Munich pour une conférence sur la sécurité. Donc ils essayent de maintenir une politique cohérente. Concernant le dossier ukrainien à présent, qui mène la danse côté occidental ? Les États-Unis ou plutôt l'Europe, comme on le voit ? C'est l'Europe. Comme vous le savez, les Allemands et les Français ont réussi à fixer un cessez-le-feu entre la Russie, les séparatistes pro-russes et l'Ukraine. La chancelière allemande Angela Merkel a dit qu'elle espère que ce cessez-le-feu pourra tenir et qu'il servira de base pour un accord plus définitif pour résoudre le conflit. Les États-Unis ont joué un rôle intéressant dans ce dernier round. La chancelière allemande était ici à la Maison-Blanche cette semaine et elle a demandé au président Obama de ne pas fournir d'armes à l'Ukraine. C'était un élément important des négociations que Merkel a pu utiliser pour dire que si les négociations échouent, les choses vont s'aggraver. Donc voilà pour le rôle des États-Unis. Merci beaucoup, Michael Wilner, depuis la Maison-Blanche. Merci. Elie, vous pensez que cette polémique sur l'hypercacher aux États-Unis s'explique de quelle manière ? Elle s'explique d'abord par la manière dont on est obligé aujourd'hui de réagir aux événements. Vous savez, ces gens vivent sous la pression constante de Twitter, de Facebook. Enfin,
c'est plutôt, je n'y vois pas malice, c'est plutôt une espèce de faux pas comme ils en ont l'habitude. Vous savez, il y a un point de presse quotidien, je pense comme votre correspondant, que ça n'aura aucune incidence. Mais c'est vrai, quand on entend ça, les bras vous en tombent. Mais vous savez, on n'en est pas au premier faux pas des porte-paroles. Vous avez le porte-parole de la Maison-Blanche, le porte-parole du département d'État. Ces gens-là sont tout le temps sous pression. Tout ça est loin. Ils font de la politique au jour le jour. Il vaudrait mieux arrêter tout cela et faire un point de presse de la semaine, réfléchir un peu avant de parler, mais c'est dans un autre monde. Et de parfois accepter aussi de dire qu'ils se sont trompés peut-être, oui, dire excusez-nous, on a eu un mot malheureux, voilà. au lieu d'essayer d'expliquer c'est très compliqué, très compliqué d'obtenir. Je pense que la question de l'Ukraine et le positionnement des États-Unis est beaucoup plus intéressant. Ils continuent en quelque sorte de leading from behind, de conduire par arrière, comme ils l'ont dit à propos de la crise libyenne. Et ils ne sont pas en première ligne. En fait, le monde manque cruellement de leadership américain. On le voit ici, on le voit en Europe. Plus personne n'a peur des Américains. C'est un vrai problème. Et pourtant, je pense qu'en l'occurrence, ce sont eux qui ont raison. Il aurait fallu armer l'Ukraine, malgré tous les risques, je suis parfaitement conscient. Mais tel que les choses se passent, et avec tout le respect que j'ai réellement, et pour Mme Merkel et pour François Hollande, ce ne sont pas eux qui vont arrêter l'ours moscovite. Oui. Merci beaucoup, Elie Barnaby, d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine. En prie. Récemment, un journaliste d'Al Jazeera a été libéré d'Égypte, mais d'autres restent en prison. Par ailleurs, on le sait, plusieurs reporters ont été exécutés par les terroristes de l'État islamique. L'occasion de faire le point sur les menaces qui pèsent sur les journalistes dans les zones de guerre. Avec nous pour en parler, Cherif Mansour, responsable du Moyen-Orient au sein du Comité pour la protection des journalistes aux États-Unis. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Pour que se rende un peu compte de la situation, dites-nous combien de journalistes ont été tués, kidnappés et où ? Oui, le Comité pour la protection des journalistes a publié son rapport annuel sur les journalistes tués dans le monde le mois dernier. Dans ce rapport, nous avons trouvé au moins 74 journalistes morts dans l'exercice de leurs fonctions. La majorité d'entre eux ont été tués au Moyen-Orient. La Syrie était à la tête du classement avec 28 journalistes tués, suivis par l'Irak. Pour la deuxième année consécutive, ces deux pays sont les plus dangereux pour les journalistes. Plus de 70 journalistes ont été tués en Syrie dans les 3 dernières années, ce qui en fait pour nous l'environnement le plus dangereux pour les journalistes depuis que nous avons commencé à publier nos rapports annuels en 1992. Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand l'État islamique exécute régulièrement des journalistes ? Ce qu'il faut faire, c'est prévenir et empêcher que des problèmes se produisent. Nous voulons que les journalistes soient protégés, vigilants et prêts lorsqu'ils vont dans des zones de conflit pour que justement ils ne soient pas enlevés. Une fois qu'ils sont enlevés, il n'y a plus grand-chose à faire pour les aider. C'est pour cela que le CPJ travaille avec les agences de presse internationales, les médias internationaux et la communauté des journalistes freelance pour fixer des standards pour les moyens de protection des journalistes qui leur sont fournis par leurs employés, pour qu'ils soient équipés et prêts avant de mettre le pied dans un environnement dangereux. Est-ce que vous pensez que certains journalistes sont imprudents et se mettent en danger de façon inutile ? On a vu beaucoup de journalistes freelance se rendre en Syrie pour couvrir les événements au début du conflit, surtout parce que beaucoup d'organisations de presse avaient décidé de ne pas envoyer leurs journalistes dans ces zones dangereuses. Du coup, beaucoup de journalistes locaux et des militants de l'information en quelque sorte sont allés couvrir les événements en Syrie. C'est pour cela que nous avons vu beaucoup de morts et une aggravation des risques pour les journalistes. Et vous craignez que les journalistes cessent de couvrir les zones de guerre ? C'est notre plus grande peur parce que l'histoire de la Syrie est intéressante et importante et beaucoup de décisions internationales au niveau de la sécurité sont fondées sur l'information, l'analyse et l'enquête en provenance de la Syrie. Nous avons eu par exemple de grands débats au sujet de l'utilisation d'armes chimiques.
Nous avons aussi vu le gouvernement et l'opposition utiliser la propagande pour prouver ou nier des informations. C'est pour cela qu'il y a un réel besoin de médias indépendants sur place, pour que la vérité sur la situation à l'intérieur du pays soit divulguée. Nous ne voulons pas que la Syrie devienne un trou noir à l'intérieur duquel on ne sait pas ce qu'il se passe. Dans le passé, les journalistes étaient en dehors des combats et aujourd'hui, ils en font partie. Pourquoi ? Eh bien, l'importance que les gens accordaient au journalisme autrefois a été détruite avec le temps. Beaucoup de gouvernements et de groupes d'opposition ont leur propre façon de raconter leurs histoires. Et puis il y a Internet et le fait que n'importe qui avec une caméra peut transmettre l'information. Tout ça fait que le rôle du journaliste perd de l'importance. Le fait est que le domaine de l'information change. N'importe qui peut être journaliste, n'importe quand. Et les gouvernements et autres groupes utilisent leurs propres moyens pour la propagande. On le voit avec l'État islamique qui utilise les réseaux sociaux pour faire de la propagande sur ce qu'il se passe en Syrie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.